France, et si on parlait plutôt des PME et des ETI? Didier Testot, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. C'est vrai, on parle sans arrêt des grandes entreprises, le CAC 40, etc. Et, on ne parle pas des PME et des ETI, c'est quand même un peu dommage. Vous êtes le fondateur du site labourseetlavie.com, donc qui est une web TV. Vous avez 2 casquettes, vous êtes journaliste financier et producteur audiovisuel. Donc aujourd'hui, c'est les journalistes que j'interroge. Depuis 30 ans, vous suivez l'actu des entreprises de la bourse. Voilà. Alors, pourquoi, finalement, on ne s'intéresse pas davantage aux PME et aux ETI? Je me demande si ce n'est pas un sujet culturel français, typiquement, puisque dans d'autres pays comme les États-Unis, voilà, on s'est intéressé aux startups et aux small cap. En France, on a un peu de mal, et ces PME et ETI, finalement, on les ignore effectivement au profit très souvent de ce fameux CAC 40 qu'on voit encore sur certaines chaînes de télé, alors plus grand monde les regarde. Ces PME et ETI, ce sont des entreprises qui sont dans les territoires. On a beaucoup parlé des territoires au cours des derniers mois. Ce sont des entreprises du nord de la France, d'Île-de-France, du sud, etc. Et ce sont des entreprises qui sont en croissance. Surtout, alors on parle des PME, des ETI, des entreprises à de taille intermédiaire, et celles-ci, ce sont celles qui ont créé le plus d'emplois, ce qui est quand même significatif au cours des dernières années. Et ce sont des entreprises qui effectivement pouvaient être, par exemple, très françaises, très franco-françaises il y a quelques années, par exemple il y a 10 ans, 15 ans, qui se sont, voilà, un premier pays, un deuxième pays, qui sont devenues européennes, et certaines, même en 2-3 effectivement, acquisitions, sont devenues mondiales. Donc ce sont des entreprises qui ont de la croissance, qui créent de l'emploi, mais effectivement qui, pour l'instant, restent un peu de côté, parce qu'on préfère, dans notre pays, depuis longtemps, les grandes entreprises. On préfère ce qui brille, en tout cas ce qui donne l'impression de briller. Oui. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve parmi les ETI, vu de votre fenêtre? Moi, on trouve beaucoup d'entreprises familiales, mais ce qui est intéressant sur les groupes familiaux, justement, moi je vois ceux qui sont cotés en bourse, par exemple, c'est tout l'historique finalement. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont à cœur, non pas d'investir à court terme, vous avez eu un certain nombre d'invités qui ont parlé d'investissement court terme, là on n'est pas dans le court terme, on est dans qu'est-ce qu'on prépare pour cette année, mais pour les années futures. Donc quand on fait un investissement, ce n'est pas un investissement parce qu'un analyste financier a dit tiens, ça serait bien de céder telle activité, de faire. Non, c'est un investissement pensé, réfléchi, en pensant à la génération d'après. Donc on n'est pas dans le même fonctionnement. Et puis on a tout à construire parce qu'effectivement, on peut avoir un produit qui est bien vu en France, où on peut commencer à consolider par exemple un marché en France, mais on est encore très faible à l'international, donc il va falloir construire par étapes. On a de la croissance, effectivement, mais on a cette stratégie familiale qui fait que, par exemple, on va faire attention aux investissements et on va les penser sur le coup d'après, ce qui n'est pas forcément le cas. On parlait de ces entreprises du CAC 40 qui peuvent, selon les managers en place, parce qu'il y a une bulle Internet, par exemple, que j'ai connue, parce que j'ai vu les dirigeants venir dans des plateaux de télé comme le vôtre, à regarder le cours de bourse, à être complètement, effectivement, attentif en voulant tout de suite voir le cours de bourse et être capable de venir me voir tous les trimestres pour être sûr de communiquer tous les trimestres sur finalement peu de choses. La stratégie d'entreprise, c'est votre dada. C'est vrai. Depuis 2009, c'est ce qui est marqué sur votre site. Oui. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Enfin, en quoi c'est pertinent de parler de stratégie quand on parle des PME, des ETI? C'est lié aussi à un parcours personnel, parce que j'ai été effectivement journaliste financier, on va dire la plupart du temps avant labourseetlavie.com, mais j'ai été aussi porte-parole de la commission des opérations de bourse, le gendarme de la bourse que vous connaissez, sur certains dossiers effectivement sensibles de la place de Paris. Donc j'étais de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté du miroir? On voit le capitalisme français, on voit comment il fonctionne, on voit les petits intérêts entre amis, etc. Et quand on parle des sociétés cotées en bourse, ce qui n'est pas le cas des autres, mais celles qui sont cotées en bourse, il y a une réglementation. Donc il y a de la communication financière. Donc si on en reste à la communication financière, à moi, l'entreprise va dire que, par exemple, sa marge opérationnelle est de 8,2. Si vous l'interrogez, elle va vous dire exactement la même chose, puisqu'elle a fait un communiqué sur ses résultats pour parler de ça. Donc si on ne reste que sur ces éléments-là, on va apprendre peu de choses finalement. Moi j'ai pris donc l'idée, c'est-à-dire on va parler de stratégie avec les dirigeants d'entreprise, on va en apprendre beaucoup plus finalement avec eux sur la stratégie. Pourquoi? Parce que là on va parler des marchés. Et du coup, ça m'a permis, par exemple, parlons de la mondialisation, ça m'a permis de comprendre que ça se passait en Chine, mais depuis longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai, avec Lectra, par exemple, qui est spécialiste de la découpe, pas simplement dans l'automobile, mais également, par exemple, du textile. Nos vestes ont peut-être été découpées par des machines laser Lectra, c'est une entreprise de Bordeaux. Et bien, Lectra, il est allé en Chine pour ses clients. Il s'est développé en Chine, mais donc ça fait longtemps que lui, il a vu cette mondialisation. Donc à travers ces PME ou ces ETI, on a vu les marchés évoluer.
On peut parler de Bonduelle, qui est une entreprise du Nord. Bonduelle, avec une acquisition en Amérique du Nord, a équilibré son activité alors qu'il était très européen, français et très européen. Et ben, on va dire presque d'un seul coup, il est devenu européen et américain, et donc il a deux marchés. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir avec ces entreprises. On ne peut pas le voir forcément avec les autres, donc on a cette croissance, on a cette capacité, et si on parle de cette stratégie, on voit tous les marchés, les secteurs qui évoluent. Là, vous avez parlé ici même de transformation numérique. On l'a vu, la transformation numérique, on a vu les entreprises s'adapter. Donc finalement, quand on s'intéresse à la stratégie, c'est l'économie réelle. On n'est plus dans juste des chiffres. Les chiffres, on les a tous à disposition, notamment les sociétés cotées, vous avez des documents de référence, vous avez des tas de choses. Donc là-dessus, si ça vous intéresse de lire un document de référence de 300 pages, bon, la stratégie d'un dirigeant. Puis quand il vient me voir en janvier, qui me dit quelque chose sur l'année 2019, que je le revois dans l'année, même si c'est au mois d'octobre, entre-temps, il y a pu y avoir de la communication, etc., ça permet de faire un point précis, justement sur la stratégie. Tiens, on a fait une acquisition, oui, mais vous l'avez bien intégré. Comment se passe le nouveau marché en Europe? Donc on a des choses très précises. Et donc la stratégie, ça permet de comprendre l'économie. Et bon, si on reste sur la communication financière, bah, je pense qu'on n'apprendrait pas grand-chose. Finalement, si on devait prendre un mot de conclusion, et je crois savoir que vous avez une petite passion pour la haute cuisine, non? Il me semble. Ah, la bonne, oui, que cuisinier, vous voulez parler de le cuisinier et la bourse? Oui. Ah, c'était mon hommage à Bernard Loiseau. À Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, bah, voilà, que je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. C'était effectivement un hommage à Bernard Loiseau sur sa vie, sur ce qu'il avait fait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer sur Bloomberg Télévision. Et on a fait un livre ensemble, il m'a accordé beaucoup de temps. Et ben sur cette partie-là, je dirais que, pareil, il est parti de rien. Donc par rapport à des jeunes qui s'interrogent aujourd'hui, qui peuvent regarder cette vidéo, qui se posent des questions sur l'emploi, sur c'est compliqué, Bernard Loiseau, il m'avait dit, j'ai 2 bacs. J'ai eu 2 bacs dans la vie, j'ai eu un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide. Voilà. Et il a commencé à l'arrière du restaurant, c'était à la barrière de Clichy. Il a commencé là et il est arrivé effectivement au plus haut. Il a réussi à construire ça. C'est un peu aussi, alors tout le monde ne peut pas le faire, bien entendu, mais c'est intéressant de montrer que ce n'est pas parce qu'au départ on a peut-être effectivement un certain nombre de handicaps qu'on ne peut pas le faire. Moi, ça a été une rencontre. Ça peut être aussi en tant qu'entrepreneur un échec. Il paraît que tous les entrepreneurs, il leur faut un échec. Moi, je considère que c'est un échec. Pourquoi? Parce que j'ai voulu lui rendre hommage. Je n'ai pas fait un livre papier. En fait, je l'ai mis à disposition sur les premiers iPads de l'époque. Et j'ai envoyé ça à des journalistes en disant, voilà, le cuisinier et la bourse, hommage à Bernard Loiseau en 2013. Et bah, ils l'ont regardé, mais ils ne savaient pas ce que c'était qu'un iPad, etc. Donc finalement, je pense qu'un jour, il est déjà plus ou moins à disposition, ce livre, ce hommage. J'invite tous les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, à le lire. Mais effectivement, ça fait partie. Voilà, j'étais trop dans l'innovation. Un entrepreneur vous dirait non, il faut être au bon moment. Là, j'étais trop tôt, j'avais mon iPad, effectivement, on l'écoute. J'ai retrouvé la voix sur des cassettes que j'avais pu mettre de Bernard Loiseau, donc on l'entend sur l'iPad. Malheureusement, j'étais un peu trop tôt dans ce domaine-là. On ne devient pas un grand chef en un jour, on ne devient pas un grand journaliste non plus en un jour. Et PME ne devient pas ETI, puis d'envergure mondiale en un jour non plus, mais pourtant c'est elle qu'il faut regarder. Exactement. Et je pense que c'est elles sur la croissance et elles sont dans toutes les régions. Donc on a beaucoup parlé des territoires. Je pense que ça a été important. On a eu une vraie crise liée sans doute aussi à la crise financière. On n'en a pas parlé encore, mais on a eu une crise financière suivie d'une crise économique, d'une crise sociale. Et on est toujours sur... moi, mon analyse, c'est qu'on est comme dans la crise de 29. On retrouve une crise financière et on a les ressorts. Aujourd'hui, on entend les populistes et on oublie justement ça, ces territoires. Et ce qui est amusant sur les entreprises cotées, je vais vous en citer 2, parce que je vous ai cité Bonduelle. Il y a Bonduelle dans le Nord, mais il y a aussi Genfit. Genfit, c'est de la biotech. C'est la NASH, ça va être complètement autre chose. C'est-à-dire que sur une biotech, elle en est au début. La NASH, ça va être ils appellent ça la cirrhose du soda, pour faire vite. C'est les Américains et d'autres qui boivent trop de ça. Donc c'est les futures maladies. Quand effectivement on parle du Nord, voilà. On a du Bonduelle, on a du Genfit, on a 2 sociétés, Lectra à Bordeaux. Je vous parlerai de Caros et des produits vétérinaires, Caros dans le 06 avec les produits vétérinaires. Donc on a effectivement ces entreprises, ces PME, ces ETI qui sont là. On les a complètement oubliées par la crise financière, alors que les gens pourraient s'y attacher en disant, parce que le Bonduelle dont je vous parlais, ça veut dire qu'il grandit.
Ça veut dire qu'il est là, il sera encore là. C'est un groupe familial, donc il prépare la génération d'après. Donc j'ai envie de dire, derrière la bourse, il y a la vie, il y a une aventure humaine. C'est pas toujours ce qu'on entend. Hein. Derrière l'entreprise aussi, c'est une aventure humaine. Donc si on pouvait faire partager ça, je dirais, au plus grand nombre, se dire, OK, on a vu ils ont pris des risques quand même. Ils ont vécu la crise de 2000. Ils ont vécu la crise de 2007, 2008 où il n'y avait plus de financement. Et j'ai une anecdote effectivement d'un dirigeant qui est maintenant une grosse ETI qui s'appelle Plastic Omnium, qui dans la crise financière de 2007-2008, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il dit, parce qu'il voyait que ces N-1, comme on dit, ces dirigeants dans le monde entier lui disaient « ça ne va pas ». Je ne comprends pas. Et pourtant, vous n'aviez pas de presse qui parlait d'accidents, il n'y avait pas encore Lehman Brothers, etc. Il m'avait dit, j'ai réduit les coûts à l'époque, tout le groupe de 200 millions d'euros, ce qui était beaucoup, mais je ne comprends pas ce qui se passe. La crise est arrivée, à la sortie de la crise, il a pu rebondir, il a pu investir, il a investi massivement notamment en Chine, Plastic Omnium aujourd'hui c'est un pur équipementier automobile. Donc il a investi des unités de production pour suivre ses clients, il en avait au Mexique, finalement il a étendu son champ, il a développé ses activités, et entre avant la crise et en 2020, dans ce qu'il a dit comme objectif, il y a quasiment x5 en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que ça fait la une du 20h? Non, mais ça aurait dû. Grand Exactement. merci Didier Testot pour cet éclairage. Merci Jean-Philippe Denis de m'avoir reçu.